tous. Merci déjà au comité d'organisation de ce conseil de nous avoir invités à venir présenter notre travail. Je suis Mathilde Beauchamp, je suis psychologue au centre hospitalier de Versailles, précisément dans un CSAPA, donc centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, donc précisément sur l'antenne de Trappes dans les Yvelines, et aussi mes collègues se présentaient. Bonjour, je suis Sonia Koumaraga, je suis psychologue de la commission. Je travaille dans l'évaluation de la prise en charge des troubles cognitifs en addictologie au SAPA-CACI de l'hôpital Cochin à Paris. Et je suis également membre du réseau des alcools qui travaille sur les troubles cognitifs liés à l'alcool. Bonjour, je suis Issana Mnara, je suis infirmière en addictologie aussi, au SAPA de Rambouillet, donc qui est rattaché au centre hospitalier de Versailles. Et donc, Sam, Sonia et d'autres collègues qui ne sont pas présents aujourd'hui, ensemble, on a mis en place et on anime un groupe de remédiation cognitive au sein de notre XAPA, donc au centre hospitalier de Versailles, depuis 3 ans. Et on vient vous présenter donc, les premiers résultats de ce qu'on compte établir en tant qu'étude pilote. Donc, comment c'est venu, déjà pour commencer, c'est qu'on connaît dans la littérature. Dans la littérature, on connaît un petit peu assez bien maintenant les atteintes cognitives résultant des addictions, donc notamment la mémoire, l'attention, les fonctions exécutives, dont les défaut d'inhibition et la motivation. Mais les publications de protocoles qu'on a trouvées sont plutôt fréquentes concernant la remédiation cognitive en hospitalisation résidentielle ou de jour auprès de patients schizophrènes, en psychiatrie ou alors en addictologie, mais pour un profil de patient plutôt sevré de l'alcool et qui concerne rarement d'autres produits. Or, notre profil... excusez-moi. Excusez-moi. Il y a une autre partie en fait qui doit s'afficher. Merci. Et encore une autre partie. Merci. On va tout afficher comme ça, ce sera très bien. Merci. Et oui, donc le profil qu'on a en XAPA est un petit peu différent, effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, de ce qu'on peut rencontrer dans les protocoles publiés. Nos patients en XAPA, ils sont inscrits dans un suivi de beaucoup plus long terme, mais par contre avec une assiduité, une régularité, une motivation fluctuante. Ce sont des personnes qui sont parfois polyconsommatrices de façon active, qui consomment beaucoup plus en quantité ou en nombre de produits, et dont l'objectif n'est pas forcément l'abstinence. Ce sont aussi des personnes qui présentent donc autant de comorbidités psychiatriques et d'attentes cognitives, mais qui vont être plus réticentes à l'hospitalisation, du fait qu'ils viennent en suivi ambulatoire, et qui du coup vont être confrontés davantage aux aléas de la vie quotidienne et à ces difficultés, donc tant sur la santé physique, la santé psychologique, mais aussi les difficultés relationnelles, sociales, administratives, et bien sûr les questions de précarité. Et comme on n'a pas trouvé de protocole publié sur la remédiation cognitive en addictologie ambulatoire, et comment est-ce que ce type de dispositif peut aider à améliorer la qualité de vie des patients de XAPA, c'est notre étude pilote qui se base sur l'hypothèse que si par exemple on travaille sa mémoire et son inhibition, on va mieux se rappeler ou mieux contrôler par exemple ses consommations. De là, on va augmenter sa qualité de vie parce que ça va aller mieux sur le plan clinique, ça va aller mieux sur le plan de l'insertion sociale, de la vie quotidienne. C'est un bien-être du coup global qui peut se produire et tout ça en spirale vertueuse. La remédiation cognitive peut aider à améliorer la cognition, pour nous, l'humeur, le bien-être et du coup la qualité de vie. Donc, le résultat qu'on va vous présenter, c'est basé sur une population de 21 personnes, donc d'âge moyen de 49 ans, 17 hommes et 4 femmes, un nombre d'années d'études d'environ 10 ans. Le motif de suivi concernant tout l'usage des substances, c'est principalement l'alcool. Et alors, par contre, du coup, désolé, on va passer. Ici. Donc, c'est principalement l'alcool, le tabac, le cannabis, et on a par contre une représentation des autres consommations qui est minoritaire mais qui est présente. 2 personnes qui viennent consulter pour addiction comportementale, de jeux vidéo et achats compulsifs, et 2 personnes qui ne présentaient pas de puce au moment du groupe, qui étaient déjà abstinents. L'âge de début de ce trouble des substances est de 18 ans, plus ou moins 6, c'est-à-dire un début situé à l'adolescence, au début de l'âge du jeune adulte, avec une ancienneté des consommations d'environ 27 ans. Notre
programme, c'est... Notre programme fait 24 séances. Les personnes y ont participé en moyenne à 17 plus ou moins 7, c'est-à-dire un petit peu moins de la moitié du groupe ou la totalité du groupe. Et pour la représentation des communautés psychiatriques, on a une majorité donc, de TDAH, d'anxiété, de dépression, mais également une prévalence de la personnalité borderline, des troubles psychotiques et de bipolarité. On a inclus une personne diagnostiquée Korsakoff et 3 personnes n'avaient pas de comorbidité psychiatrique au moment du groupe. Donc, nous, ce qu'on a adapté, en fait, notre protocole, c'est un protocole qui s'appelle CogRemed, qui a en fait été mis en place par les CMP du Centre hospitalier de Versailles, qui est destiné aux patients schizophrènes et bipolaires, et que nous, on a adapté, en fait, au thème de la dictologie. Et c'est ça ce qu'on vient vous présenter, parce que, effectivement, pour nous, on a trouvé qu'en addicto ambulatoire, ça n'existait pas. En tout cas, pas au sens publié. Le critère d'inclusion, c'est donc que le patient soit suivi au SAPA avec une plainte cognitive verbalisée et confirmée par un soignant, et que le patient soit abstinent depuis plus d'1 mois ou en usage contrôlé de sa consommation principale et de ses co-addictions. Les critères d'exclusion, c'est le traitement par benzodiazépine, même si la personne peut venir au SAPA pour un mésusage de benzo, la décompensation psychiatrique, les troubles du comportement incompatibles avec une dynamique de groupe et la présence d'une maladie neurodégénérative. Ces patients donc, qui participent au programme CogRemed Addictologie, ils ont été évalués donc, avant et après l'atelier. Il y a une évaluation qui se fait en 2 temps. Donc, la première partie, c'est un bilan clinique pour lequel on fait donc, un affichage du trouble cognitif donc, avec la MOCA. On évalue l'impulsivité. Et le point le plus important, c'est l'usage de la STIX, qui est une échelle de plainte cognitive utilisant schizophrénie qu'on voudrait valider à faire en addictologie, qui va avoir une version auto-questionnaire donc de gènes cognitifs du patient. Et on a adapté une version hétéro-questionnaire à faire remplir par le soignant référent, mais par contre, ce n'est pas un questionnaire valide, hein, c'est juste une adaptation comme ça, un peu pilote qu'on a faite. On fait également un screening des consommations et on évalue donc le bien-être par l'échelle d'estime de soi, l'anxiété-dépression et la qualité de vie impactée par la consommation d'alcool. Donc, concernant les fonctions cognitives, nous avons utilisé un bilan psychologique assez complet. Donc, dans un premier temps, nous avons évalué l'efficience intellectuelle à l'aide de l'indice d'aptitude générale de la VAIS, 4e édition. Et ensuite, nous avons fait tout un bilan cognitif avec des tests normés dans une batterie complète, évaluant du coup la mémoire épisodique, les fonctions intentionnelles, les fonctions exécutives et la mémoire de travail. Alors moi, je vais vous parler du groupe en lui-même. Donc, le groupe est composé de 6 patients et 2 soignants. En tout, on est 4 soignants à animer le groupe. On a tous été formés par CogRemed. On a tous été formés par CogRemed pour ça. Donc, le groupe, donc, sur 12 semaines, 2 fois 2 heures par semaine. Dans un premier temps, sur à peu près environ 1h30, les patients sont sur ordinateur. Donc, les patients sont sur ordinateur pendant environ 1h30. Avec un logiciel adapté, on utilise le logiciel Happy Neuron. Voilà, donc on leur donne des petites fiches qu'on a choisies avec les jeux que nous avons choisis en fonction des fonctions altérées qu'on a retrouvées au bilan. Donc avec le nom du jeu, comment on y accéder sur le logiciel, les capacités, les fonctions que ça peut travailler. Voilà, on leur explique bien qu'il y a différents niveaux, mais le but, ce n'est pas d'arriver à la fin des jeux, à la fin de la session, mais plutôt de progresser. Voilà. Pendant ce temps-là, donc on va les voir de façon individuelle. Généralement, voilà, on les voit si on les trouve en difficulté avec les jeux, pour les aider à trouver des stratégies ensemble pour progresser. Ou à l'inverse, quand justement ils ont de bonnes stratégies, ils ont de bons acquis, valoriser aussi leurs connaissances. Voilà. Dans un deuxième temps, on se regroupe. Donc on fait, donc déjà on fait un tour de table, ce qui a fonctionné pour les uns, moi pour les autres, les jeux qui ont été préférés. Un échange de stratégies entre eux, entre les patients entre eux. Et ensuite, donc, on fait une partie plutôt psychoéducative avec les GLAC, en gros, en lien avec la vie quotidienne. Donc, l'idée, c'est que chaque semaine, on évoque une fonction cognitive. Donc, déjà, on tente de la définir. On essaie d'être intéressant et simple en utilisant des schémas, des vidéos, des jeux. Voilà. Ensuite, on fait le lien avec la vie quotidienne. Voilà. En quoi les fonctions nous servent dans le quotidien, en quoi ces problématiques en fait sont altérées, quel est l'intérêt d'améliorer ces fonctions cognitives au quotidien.
Et nous, ce qu'on a ajouté par rapport au groupe en psychiatrie, c'est le lien avec l'addiction. Donc, en quoi les fonctions sont altérées quand il y a une dépendance? Quel est l'intérêt, encore une fois, de l'améliorer? Et pour en revenir à ce fameux cercle vertueux, j'améliore mes fonctions cognitives, donc j'améliore ma qualité de vie. En tout cas, ça en fait partie. Et donc, je suis plus enclin à soit réduire mes consommations, soit à maintenir mon abstinence. Donc, pour le coup, on en revient. Donc, ça a aussi vraiment une fonction motivationnelle. On vous présente à présent donc, nos premiers résultats statistiques, donc une comparaison de nos échelles avant et après l'atelier. Donc, on voit déjà qu'on a une amélioration significative de la gêne cognitive, donc à la STIX, qui est donc ressentie par le patient et observée aussi par le soignant référent. On a également une amélioration significative donc, à l'échelle d'impact de l'alcool sur la qualité de vie du patient et une amélioration significative en ce qui concerne la dépression et l'estime de soi. Donc, pour l'autre résultat, on n'a pas de preuve de significativité des évolutions. Concernant l'évolution du bilan neuropsychologique, donc entre l'avant et l'après, avant les bilans, nous avons retrouvé sur les 20 patients qui avaient des troubles cognitifs qui étaient soit modérés à sévères et un seul patient avec des troubles cognitifs légers. Donc, les principales améliorations sont au niveau significatif sur le plan mnésique, une amélioration au niveau de l'encodage, donc c'est la capacité à apprendre de nouvelles informations, une amélioration également significative au niveau des rappels, c'est-à-dire une amélioration de la capacité à restituer les informations nouvellement apprises, mais également une amélioration au niveau de stockage, donc c'est-à-dire que ces informations vont rester beaucoup plus de temps dans les informations mnésiques. Dans un deuxième temps, nous avons également retrouvé des effets significatifs donc d'amélioration, d'une évolution favorable au niveau des fonctions exécutives. Donc à gauche, vous avez tout ce qui est évalué donc, au niveau du TMT avec la flexibilité cognitive. Donc c'est la capacité à s'adapter aux nouvelles contraintes. Ce qui est en addicto, ça peut être le fait de trouver et de mettre en place de nouvelles stratégies afin d'éviter de consommer. Et sur la droite, vous avez l'évolution, encore une fois, significative et positive. Au niveau du Stroop et notamment au niveau de l'interférence, donc cette capacité à filtrer les informations pertinentes et celles qui ne le sont pas, ce qui en addictologie pourrait ressembler au fait d'éliminer un petit peu, enfin, de diminuer les automatismes des consommations. Donc, par exemple, je me sens bien, je consomme, je me sens pas bien, je consomme, ou je passe devant le rayon de l'alcool et je consomme tout de suite parce que voilà, je suis dans l'automatisme. Alors là, on a quelques retours de patients, mais retours vraiment positifs. On a par exemple un monsieur qui a été longtemps consommateur d'opiacés, avec de gros troubles mnésiques et beaucoup de ratés dans sa prise de traitement. Donc aujourd'hui, avec le groupe, il a trouvé ses propres stratégies pour justement prendre son traitement de façon efficace et pas justement s'appuyer sur sa compagne pour gérer son quotidien. Voilà. On a un jeune homme aussi qui est animateur périscolaire, qui avait beaucoup de mal dans le travail à retenir les informations. Il me dit que ça l'a beaucoup aidé en réunion pour justement choisir les informations pertinentes. Ça l'a aidé pour compter les enfants. On partait de loin. Et voilà, pour aussi connaître les informations sur les enfants. Voilà, plusieurs exemples de retours positifs de patients ayant participé. Alors pour finir, donc, on va vous présenter quelques éléments de discussion. Donc déjà, à notre sens, c'est quand même une étude pilote avec un petit effectif qui est plutôt encourageante, puisqu'on observe déjà une diminution de la plainte cognitive et des troubles cognitifs du patient, déjà en termes de ressenti subjectif, mais aussi objectivé par les échelles, notamment en bilan neuropsychologique, et que notre hypothèse de l'amélioration de la qualité de vie par le biais de l'harmonisation cognitive pour ces patients de sa part nous semble validé. L'intérêt de notre dispositif, c'est déjà de proposer dans une structure d'addictologie ambulatoire déjà destinée à des personnes précaires, puisqu'on a des consultations de services publics qui sont gratuites et qui sont sur la base de l'accueil inconditionnel du patient qui ne consomme plus, qui consomme encore et qui n'est pas dans l'objectif d'abstinence. Déjà proposer ce type de dispositif qui n'est pas très existant, qui est en tout cas très rare, de confronter en groupe la mixité des profils, à la fois des profils de consommateurs, du coup, mais aussi des profils de personnes en fait en elles-mêmes, en ce qu'elles sont en tant que personnes. Donc on a vu des personnes plus âgées, plus jeunes, différentes et différents backgrounds socio-professionnels, et de leur montrer donc les liens entre la cognition, l'addiction et l'impact sur la qualité de vie,
avec une méthode hybride assez riche, qui est à la fois de la méthode classique, puisqu'on utilise du papier-crayon, qui va compléter le logiciel informatique, et le côté psychoéducation, qui va être très apprécié des patients, sachant qu'on a aussi le métacognition, faire verbaliser, conscientiser les stratégies aux patients pendant qu'ils sont en train de s'entraîner sur le logiciel, pour qu'ils comprennent qu'est-ce qu'ils peuvent transposer de l'atelier dans le quotidien. Et de fait, le patient, chez nous, il est pleinement acteur. En étant en groupe, ils sont en fait dans un lien d'inclusion sociale, ils rencontrent des gens, ils s'engagent, c'est 2 fois par semaine, ils s'engagent quand même dans quelque chose de leurs soins, avec une routine. Et le fait d'avoir la psychoéducation, entre autres, permet non seulement de déstigmatiser les troubles cognitifs et l'addiction, et de gagner en autonomie. Il y a des personnes souvent qui n'ont jamais touché un ordinateur de leur vie, elles apprennent à le faire avec nous, et elles gagnent en confiance, et ça peut les aider en fait dans leur vie quotidienne, en plus de comprendre quelles stratégies peuvent tirer pour améliorer, par exemple, leur capacité de rétention, de repérage spatial, ou voilà, de déplacement et de motivation. Néanmoins, c'est une étude pilote, hein, au départ, donc avec un petit effectif. De fait, on a encore quelques améliorations à viser qui sont de maintenir, voir si les bénéfices cognitifs et addictologiques se maintiennent dans le temps, notamment à 6 mois et 1 an, et le renforcement statistique, voilà, donc en augmentant la cohorte, qu'on puisse comparer ça à un groupe contrôle, mais également faire des statistiques un peu plus approfondies, donc peut-être évaluer des corrélations ou le poids de certains facteurs dans les résultats. Et voilà, à retenir surtout, c'est que notre groupe, il est à notre sens, la remédiation cognitive peut vraiment être un levier d'inclusion sociale pour des patients en détresse importante comme on peut rencontrer en XAPA, et de fait être un vrai facteur de protection contre les addictions. Voilà, se soigner sur le plan cognitif, c'est un facteur de protection contre les addictions, mais aussi dans sa vie quotidienne, et ça pour tous les patients. Voilà. Donc, on vous remercie de nous avoir écoutés. Merci pour votre attention. Merci beaucoup de nous montrer que c'est possible déjà de faire de la remédiation cognitive chez des personnes qui ont des problèmes d'addiction, et puis de nous donner l'espoir que ça les aide aussi beaucoup. On a 2-3 minutes pour les questions. Est-ce que quelqu'un aurait une question? Le groupe de psychoéducation, c'est vous qui l'avez inventé ou Non, on l'a repris du groupe qui est fait au CMP, donc pour les patients de groupe Code-Remède. Donc nous, on l'a juste plutôt réadapté pour l'addiction. On a quand même repris en fait une grande partie de ce groupe-là avec l'idée de définir les différentes fonctions. Nous, on a adapté quelques fonctions. Il y a quelques fonctions qui sont plus utilisées pour les patients schizophrènes. Et nous, par exemple, pour l'inhibition cognitive, enfin, nous, on l'utilise plus en addicto pour le coup. Voilà, on a beaucoup plus adapté. Tout ce qu'on a ajouté finalement, c'est vraiment la partie addicto. Voilà, en disant vraiment qu'il y a un lien entre addiction et dépendance. Addiction et plutôt troubles cognitifs. Pareil, au départ, on leur parle aussi beaucoup justement de la stigmatisation, de la motivation, quand on leur explique les schémas avec le circuit de la récompense. Ça, c'est quelque chose vraiment spécifique aussi à l'addicto et qui est très intéressant parce que les patients, ça leur permet vraiment de comprendre leur fonctionnement aussi. Donc, non, à la base, c'est pas du tout nous qui l'avons. Enfin, on l'a vraiment repris de la psychiatrie et on l'a réadapté aussi pour l'addicto. Après, on a aussi réorganisé les GLAC parce que du coup, pour la psychiatrie, c'est pas le même ordre de séance. Et on a adapté, encore une fois, par rapport à l'addicto, et on s'est basé pas mal sur des schémas neurobio pour du coup expliquer aux patients. Et ça les rend vraiment acteurs, ils se réapproprient ces termes-là. En l'occurrence, l'ordre des groupes de lien avec le quotidien, c'est d'abord parler de la question de la motivation. La motivation, c'est quelque chose d'assez central en addicto. De parler ensuite des fonctions qui génèrent le plus de plaintes et qui sont les premières que l'on peut voir, donc l'attention et la mémoire, et les fonctions exécutives étant les plus difficiles à traiter en addictologie, qui demandent un traitement beaucoup plus profond. On finit en fait avec ça, une fois qu'ils ont pris leur rythme dans le groupe, qu'ils ont trouvé leur marque et qu'ils sont prêts à, entre guillemets, passer un petit peu cette étape-là de parler, de travailler des fonctions exécutives. Deux questions. C'était déjà de la c'est un usage contrôlé.
Un usage contrôlé. D'accord. Est-ce que de ce cas, est-ce que c'est une nouvelle modalité de motivationnelle supplémentaire pour les personnes qui ont un usage de ce contrôlé? On fait à peu près 2 sessions par an, une sur l'automne et une sur le printemps. Quand des personnes, on n'a que 6 places, hein, c'est quand même pas beaucoup. Donc, les personnes qui sont avec une plainte cognitive ou qui sont repérées comme telles, comme c'est un groupe qui a lieu sur les 3 mois, et ben, ça peut être un objectif de dire si vous voulez intégrer le groupe, vous voyez, il y a déjà un petit peu ça à travailler au niveau des consommations. Et du coup, la séance d'après, vous pourrez être inscrit au groupe. Voilà. Et ça aide vraiment les personnes à se projeter, parce qu'en plus, ce qu'on a remarqué, nous, dans les enquêtes de satisfaction, les entretiens avec les patients, c'est que la porte d'entrée de l'harmonisation cognitive, elle est moins exposante que le groupe de parole, que la gestion des émotions, qu'on a aussi dans notre dispositif, dans notre XAPA, hein, mais la porte d'entrée de la médiation cognitive, elle permet d'aborder des choses concrètes du quotidien sans s'exposer au niveau, sans trop s'exposer au niveau émotionnel. Voilà, donc oui, ça peut être un facteur motivationnel un petit peu plus déclenchant pour ces personnes. D'autres questions aussi, c'était sur est-ce qu'il y a des notifications par rapport à la consommation de produits suite au fait d'en bénéficier de ces vidéos? Alors après, ça dépend. On repère quand même finalement que les patients ils retrouvent encore cette motivation de se dire ah bah oui, c'est vrai que je vais mieux dans mon quotidien. Ça fait baisser l'anxiété, donc forcément, très souvent, si l'anxiété est baissée, il y a moins de consommation aussi. Enfin, c'est vraiment un tout, hein, c'est vraiment intégré dans le suivi addicto. Après, souvent il y a des résultats qu'on a retrouvés altérés après coup, au bilan, on va dire post-atelier, parce que les gens justement ne sont pas hospitalisés, donc ils sont dans la vie quotidienne, et il suffisait justement même après le groupe où ils étaient bien, etc. Mais s'il y a un trouble de la personnalité et que finalement le moindre déclenchement faisait qu'il y avait des reconsommations, voilà, c'est la vie réelle aussi. Mais on a repéré, moi je repère en tout cas sur quelques patients que ça diminue quand même parfois aussi le temps de rechute. C'est ça aussi, c'est que finalement, après coup, les patients ont chuté, on sait que ça va arriver très souvent dans leur vie, mais ils sont beaucoup plus réactifs pour nous contacter et reprendre les choses en main. Donc ça a cet avantage-là aussi. Ce groupe, il faut noter qu'il est en parallèle du maintien du suivi individuel en fait. Et du coup, les personnes vont souvent parler à leurs soignants, nous dire j'ai rendez-vous avec un tel quand on est en groupe. Et ça les engage quand même, comme c'est 2 fois par semaine, ça les engage pendant 3 mois quand même à faire attention 2 fois par semaine, en plus de leur rendez-vous, à ne pas venir en fait alcoolisés ou sous effet de produits. Et rien que ça, les personnes, souvent, elles maintiennent leur abstinence, pour ceux qui sont abstinents, et ils maintiennent leur usage plutôt contrôlé. Il n'y a pas de rechute forte. À ce jour, on n'a pas de rechute forte pendant le groupe. Donc, les personnes, quelque part, ça leur permet de rester un peu vigilants par rapport à leur consommation pendant 3 mois. Et pour certains, c'est vraiment énorme chez nous, en fait. Donc, ne serait-ce que de faire, on travaille beaucoup sur la réduction des risques, et même les personnes qui ont l'habitude de prendre des psychédéliques, de la cocaïne, ils y sont attentifs au moins le temps du groupe. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'elles se rendent compte, du coup, forcément, qu'elles ne vont pas être performantes sur les jeux, ça va servir à rien, et c'est là où elles se disent, peut-être que ça va s'ancrer, à long terme, je peux faire ça.